Pour que le micro... Voilà, on a un son. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition 2019 du Festival des Libertés. Cette année, nous avons choisi de vous proposer un thème de réflexion en lien plus que jamais au cœur de l'actualité. Il s'agit du chaos, de l'ordre et du désordre. Si nous avons choisi cette thématique, si nous avons envie de vous proposer 10 jours de programmation, des débats autour de cela, c'est parce que dès l'actualité politique, militante, se dégage une impression de confusion et de chaos. Et donc, les réponses réflexes sont souvent la répression, un appel à un ordre. Mais quel ordre? Un ordre parfois répressif et en tout cas... parfois aussi des peurs exacerbées et un certain catastrophisme. En tant qu'acteur du mouvement laïque, en essayant toujours de mettre au cœur de l'action l'esprit critique, nous vous invitons alors à faire un exercice de discernement. Et plus spécifiquement autour de la thématique qui nous réunit ce soir pour ces débats, il s'agit d'interroger un certain ordre instauré et qui semble se propager un peu partout dans le monde de gouvernements qui sont élus un petit peu, totalement démocratiquement, mais qui instaurent des logiques parfois qui s'éloignent des idéaux démocratiques. Les cas du Brésil nous intéressent tout particulièrement concernant cette analyse de l'ordre, de quel ordre on impose parfois. Et je remercie déjà Juliana Wahlgren qui a accepté d'établir un partenariat qui a donné donc cette soirée avec un panel extrêmement fort, extrêmement pertinent pour analyser l'ordre sans le progrès. Donc je vais lui laisser la parole et je vous remercie déjà d'être là. Bienvenue au Festival des Libertés. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Juliana Wahlgren. J'aimerais aussi remercier l'invitation de Paola et Bruxelles Laïque pour être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un comité composé des Brésiliens qui habitent en Belgique, qui travaillent en Belgique. Et nous trouvons très important d'avoir cet espace de parole, de parler sur le Brésil avec les Brésiliens. Donc, je vais vous présenter comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord Béatrice Camargo, qui est journaliste, chercheuse et chargée de mission au CBAI. Après, nous avons Ana Cristina Suzina, qui est chercheuse à l'Institut for Media and Creative Industry à l'Université de Loughborough, à Londres. Et après, nous avons Lucas Melgaço, professeur Lucas Melgaço, qui est professeur au département de criminologie de la VUB et chef de rédaction du journal Criminological Encounters. Donc, merci d'être là, vous trois. Donc, comment ça se passe? Donc, chacun va parler d'une thématique qui intersectionne avec les concepts de la journée. Donc, je l'appelle Bia, hein? Béatrice va parler de la narrative de l'homme de bien, des citoyens de bien. Après, Ana Cristina Suzina va parler de la crise au Brésil et quelles sont les contributions des médias. Et après, Lucas va parler de la tolérance zéro et la tournure punitive au Brésil. Quelles sont les conséquences aux plus démunis? Et après, on va rouvrir les débats à la fin des échanges. Donc, je passe la parole à Bia, qui va commencer sa présentation. Ouais, merci. Merci donc Juliana et Paola pour cette opportunité. Mon rôle ici, c'est un peu donner une espèce d'introduction. Je veux parler un terme un peu plus général, qui est mes deux compatriotes, et après on aura l'opportunité de un peu approfondir le débat plus tard. Donc, si on peut passer à ma présentation, Dimi, s'il vous plaît. Donc, ce que je veux parler aujourd'hui, je veux parler d'une certaine narrative qui est propre au discours de Bolsonaro, mais aussi d'autres. C'est la narrative de l'homme des biens, ou les citoyens de bien. Et donc ça revient souvent dans ces discours politiques, ces discours publics.
Et en fait, ces gouvernements utilisent cette notion de l'homme des biens. Oui, merci. Et on peut passer à la prochaine aussi. Merci. Pour établir un peu sa narrative, sa ligne, on va dire, conductrice. Donc, en faisant ça, il introduit un concept qui est un peu moral. Donc, qu'est-ce que c'est l'homme de bien, les citoyens de bien, et qui est d'ailleurs toujours évoqué au masculin. C'est peut-être pas anodin. C'est un contenu assez flou et qui du coup permet à la fois à ses électeurs, électrices de s'identifier et à la fois de faire un peu un espèce de concept passe-partout. Mais vous allez voir que ça a quand même des influences sur la manière d'agir de ces gouvernements. Donc en fait, l'homme de bien, c'est quoi? C'est un homme blanc, hétéro, hétéro-cis, qui assez conservateur, religieux, proche de la famille. Et du coup, on établit un espèce d'homme normal, dans le sens où il est dans la norme. Et tout ce qui n'est pas dans la norme est en fait hors norme, donc qui est anormal et déviant, donc qui n'est pas tout ça. Donc ici on voit les peuples indigènes, les migrants, les féministes, les afrodescendants, le couple homosexuel ou toutes sortes de LGBT, donc lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels, intersexes, queer, tout ça c'est anormal. On peut passer, merci. Donc ici, on voit Bolsonaro dans un événement au Paraná. Il inaugure un centre de sécurité et intelligence. Et en fait, donc, dans son discours d'inauguration, il dit voilà, la vie du citoyen de bien n'a pas de prix. Tant pis pour ceux qui se trouvent à la marge de la loi. Donc en fait, à plusieurs reprises, elle va évoquer qui gouverne pour cet homme de bien, pour ces citoyens de bien, ces citoyens qui marchent dans la norme, qui est droit. Et du coup, avec cette narrative, en fait, il introduit une espèce de division entre les gens, donc les gens qui méritent, qui ont le droit à avoir des droits, et les gens qui n'ont pas de droits, et qui on peut écraser, contre qui on peut utiliser de la force, par exemple. Donc, cette espèce de hiérarchie des gens, comme ça. Et en fait, si on peut passer, cette idée est en opposition totale avec les principes des droits humains. Donc, les droits humains, c'est quoi? C'est des droits que toute personne peut se revendiquer et ça lui protège contre des excès de force, disons, de l'État. Donc ici, je vous ai mis l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui est traduite, par exemple, dans la Constitution brésilienne et comme dans plein d'autres textes nationaux. Mais donc, il dit que toute personne peut se prévaloir des droits, indépendamment de sa nationalité, sa race, son origine, etc. Donc, c'est en opposition totale avec ce qui prêche, entre guillemets, les gouvernements et cette narrative qui va se traduire non seulement dans des discours, et on va voir que les discours ont des conséquences, mais aussi dans les actes qu'il prend, dans sa manière de gouverner. Or, si on pense à un gouvernement... Bon, Bolsonaro, il a été élu, il disait déjà des choses comme ça, hein. Mais la différence maintenant, c'est qu'un gouvernement est censé gouverner pour tout le monde et suivre la Constitution et les textes, on va dire, internationaux que le Brésil a signés. Donc, il ne pourrait pas, il ne devrait pas, disons, prendre ces genres de postures. Si on peut passer. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'homme... Ouais, voilà. Donc, c'est paradigme, si on peut dire. Donc, paradigme dans le sens où il introduit un modèle, une manière, un frame, quoi, un cadre dans lequel on doit penser. C'est totalement en opposition, donc j'ai dit, avec la Constitution de 88. Et ça introduit un peu la vision de nous contre eux. Et aussi, pour comprendre ça, donc la position de Bolsonaro, il faut un peu comprendre que Bolsonaro n'est pas
un illuminé sorti de nulle part. Donc ça, c'est quand même important de comprendre si on va discuter l'extrême droite au Brésil. Il est un peu une jonction de plein de choses qui étaient déjà là et depuis longtemps. Donc ici, je vous ai mis quelques images. C'est peut-être pas très parlant, mais bon, on voit quand même une famille scravocrate. Donc le Brésil est un pays esclavagiste, c'est ça qu'on dit, depuis longtemps. C'était une colonie et on voit, si on sort des statistiques aujourd'hui liées à la race, à couleur de peau, on voit que encore aujourd'hui, les personnes noires ou métisses sont encore celles qui sont les plus pauvres, sont celles qui ont plus de droits, plus de mal à accéder à l'emploi, sont celles qui sont plus marginalisées. Donc on a vraiment si on sort par race, entre guillemets, les droits sociaux, on va voir qu'on est loin d'être une société égalitaire. C'est une société qui est très hiérarchisée au niveau de la race et de la classe, qui a vécu, donc, j'ai dit, la colonisation, l'esclavage, mais aussi 21 ans de dictature militaire, qui a connu aussi un capitalisme assez peu réglé, donc un peu un capitalisme sauvage, si on peut dire, et qui a généré beaucoup d'inégalités. Donc c'est un des pays les plus inégaux au monde. Et donc, en fait, il y a une classe dominante et privilégiée de différentes manières. C'est pas toujours le même privilège, mais en tout cas des groupes qui sont privilégiés, qui ont du coup du mal à sortir de cette position de privilège. Et dès que leurs privilèges sont menacés, ces groupes y réagissent. Donc c'est un peu les manifestations qu'on avait vues, si vous avez suivi, les manifestations anti-Lula, anti-PT, etc. Il y avait quand même une question de ça aussi. On peut y revenir peut-être par la suite dans les débats. Donc, si, je me perds dans mes feuilles. Oui, donc aussi pour comprendre le Brésil, il faut comprendre que c'est un pays très très religieux. Donc on peut passer à la prochaine. Ah ben voilà, merci. Donc ici on a une présence. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des politiques ou des réalités sociales sans parler de l'évangélisme et du groupe évangéliste qui à la fois est très important au Parlement, mais qui en termes sociétaux devient de plus en plus important. Donc aujourd'hui, on a environ 30% d'évangélistes au Brésil, et c'est un chiffre qui grandit petit à petit. Et donc ici, on voit l'image que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la marcha para Jesus, donc la marche vers Jésus. Et c'est un énorme événement qui ressemble un peu à un carnaval, mais religieux, donc avec des artistes gospel qui viennent chanter, avec des trucs comme ça qu'on peut voir ici. Et ça occupe énormément ça occupe toute une avenue, pour ceux qui connaissent São Paulo, c'est presque toute l'avenue Paulista. C'est une grande avenue à São Paulo. Et c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur. C'est un mouvement qui a pris de l'ampleur petit à petit et qui est venu occuper des espaces qui étaient relativement vidés, ou en tout cas négligés, par d'autres mouvements qui occupaient ces espaces en banlieue, en prison, même dans les bidonvilles, etc. Et qui, par exemple, avant, fonctionnait beaucoup avec l'Église catholique, sous l'influence de la théologie de la libération, qui était au Brésil dans les années plutôt 70-80. Qui est un courant, on va dire, d'interprétation marxiste, d'influence marxiste dans la lecture des textes, et qui donc était très fort dans la politisation des groupes marginalisés, la prise de conscience des toutes sortes de groupes minoritaires et à la marge. Ces groupes, cette théologie, elle a perdu de l'espace au sein même de l'Église au courant des années, on va dire 90, fin des années 80. Et du coup, en fait, cette théologie a vraiment contribué pour faire énormément de mouvements, ce qu'on appelle des mouvements de base de l'Église, dans des groupes de jeunes, même des groupes d'adultes, etc., qui d'ailleurs ont généré toute une génération des leaders de mouvements sociaux et politiciens, politiciennes, etc.
Bon, ce mouvement a perdu de la place dans l'Église et donc a été occupé par d'autres formes de religiosité, comme l'Église, dans l'Église catholique, par exemple, plutôt le mouvement charismatique, qui est plus proche, on va dire, relativement, de l'approche évangéliste, où il y a un rapprochement entre la réussite en vie, si on peut dire, en terre, et la connexion avec Dieu. Et donc là, ça se rapproche un peu avec la réussite individuelle, personnelle, donc ça renforce le réussite capitaliste, si on peut dire, donc si on réussit, si notre entreprise prospère, ça veut dire qu'on est proche des dieux, qu'on est élu des dieux, etc. Donc un certain courant qui a pris de la force et qui, du coup, a occupé des espaces qui ont été délaissés donc, par l'Église, mais aussi par les partis des gauches qui, avant, faisaient beaucoup plus des mouvements de base, qui avaient des militants qui allaient dans des bidonvilles pour discuter avec des gens, qui faisaient du budget participatif dans les communes, dans les quartiers. Donc il y avait aussi ça, le parti, les mouvements sociaux et l'Église catholique, une branche, on va dire. Et tout ça a donné un espèce de vide qui a été petit à petit occupé par des églises évangélistes qui, parce qu'elles n'ont pas, bon, on ne va pas faire ici tout un truc sur les églises, mais qui, comme ils n'ont pas des centralités aussi, ont beaucoup plus facile à se proliférer, parce qu'il n'y a pas d'espèce de pape de l'église évangéliste, donc on fait des blagues, tout le monde peut créer son église évangéliste. Donc elles ont prospéré, elles ont vraiment grandi, et aujourd'hui c'est vraiment un phénomène incontournable qui est d'ailleurs une des explications pour l'élection de Bolsonaro, parce qu'il était soutenu par les évangélistes, en tout cas une grande partie entre eux. Voilà, donc pour revenir un peu, donc la petite parenthèse, et on peut passer au prochain slide. Donc cette idée, revenir un peu, ça c'était un petit parenthèse, petite idée de nous versus eux et citoyens de bien. Donc ici, Bolsonaro a une foire agricole et du coup, ce qu'il dit, sa phrase c'est donc environ 40% des amendes émises en campagne servent en grande partie à rétroalimenter le contrôle radical qui cherchait à répondre à certaines niches qui n'aidaient pas l'environnement et encore moins ceux qui sont producteurs. En fait, c'est pourquoi je vous mets ça. En fait, ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, c'est que ces discours à Bolsonaro, à plusieurs reprises, donc discours Twitter, conférences de presse, déclarations à la volée aux journalistes, etc. Ce sont des discours qui, en fait, tout le temps emphatisent une certaine norme et mettent les autres hors norme et marginalisent certains groupes. Et qui, en fait, en faisant ça, sans prendre des mesures législatives, etc., en fait, ils donnent une espèce de carte blanche à certains secteurs de la société pour aller soit occuper plus d'espace ou faire justice ou ce qu'ils pensent que c'est la justice, ou en fait libérer leur, on va dire, exercer de la violence, faire des agressions, parce qu'ils se sentent en fait protégés, épaulés par le ton du discours qui a été donné par les présidents. Et donc ici, c'est l'épisode qui a quand même été pas mal diffusé ici sur les feux de forêt en août. Il y en a qui ont suivi ça, en tout cas, moi j'ai vu plein de reportages à ce sujet, à cette époque. Et en fait, du coup, quand il dit ça, voilà, merci. Il dit ça dans une foire agricole, etc. Et il a dit ça dans d'autres reprises, à d'autres publics. Mais quelque part, ça donne une espèce de carte blanche. Et ici, après, on a vu le feu de forêt. Et donc, le feu de forêt, lui, il a dit, oui, d'accord, c'est une époque de sécheresse, c'est la saison des feux, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que ça a augmenté, j'avais noté, 80%, 80% plus que la même période en 2018. Donc, il y a quand même quelque chose qui dépasse les phénomènes juste purement climatiques. Et en plus, on a découvert, parce qu'il y a des preuves, des journaux locaux
qu'il y a des propriétaires terriens, un groupe d'environ 70%, 70 personnes qui se sont organisées pour faire ce qu'ils ont appelé les jours de feu, les 10 août, et mettre feu dans des zones au bord d'une route nationale pour envoyer un signal à Bolsonaro comme quoi ils étaient d'accord, ils soutenaient sa politique de flexibilisation du contrôle de l'environnement et diminution, on va dire, des amendes, amnistie des amendes, enfin des choses qui lui aussi il avait évoquées dans ses discours et il avait signalé un peu au Parlement. Donc pour dire que tous ces discours en fait ne restent pas à lettre morte, ils ont des conséquences actives sur le terrain. Une autre chose aussi qu'on remarque, c'est là, en tout cas, ça c'est plus difficile d'avoir des chiffres, mais il y a une perception de l'augmentation des agressions homophobes et transphobes par la population. Et donc, c'est aussi qui se lie aussi à ces discours homophobes, transphobes, LGBTophobes, si on peut dire plus largement. Et je commence à conclure parce qu'on me fait des signes. Voilà, donc ici, c'est juste pour dire qu'il y a des paroles qui libèrent des actes dans certains groupes spécifiques, donc des groupes qui soit sont privilégiés et se sont menacés dans leurs privilèges, soit ont envie de gagner plus d'espace, se sont opprimés. Donc par rapport aux propriétaires terriens, c'est clairement, ils sentent que c'est eux qui développent le Brésil et qu'on leur tombe dessus avec ces blabla de préservation de la forêt, etc. Et que pourtant, c'est sur leur dos qu'ils portent le progrès du Brésil. Donc en fait, il y a des questions de perception aussi, et les discours vont venir déclencher une série d'actes. Mais il y a aussi des actes de gouvernement. Et là, ici, je vais citer quelques-uns. Parce que je trouve ça important, c'est des actes il n'y a rien d'illégal et tout est complètement démocratique et légal. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais dit au début, c'est des actes liberticides, dans le sens où c'est l'utilisation des mécanismes tout à fait légaux et tout à fait démocratiques pour venir saboter l'état des droits, les institutions, l'espace démocratique et la libre parole, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai quelques exemples, je vais les citer très rapidement. Donc, le premier, c'est l'extension des conseils de participation. Donc, il y avait plein de conseils qui étaient liés à des thèmes des droits de l'homme, donc droits des enfants, contre la torture, contre la lutte contre, par exemple, le travail esclave moderne, etc. Donc, tous ces conseils ont été annulé par une espèce de décret. Et il n'y a pas d'argent, donc théoriquement, il pourrait continuer, mais il n'y a pas de budget. Une autre chose, c'est justement pour le travail esclave, qui est très important, et très lié aux feux de forêt qu'on avait vu, parce qu'on sait que les crimes sont liés, donc déboisement, déforestation, feux de forêt et exploitation de travail esclave, etc. Et d'autres crimes d'environnement. Il n'y a plus de groupe mobile de contrôle. Puis, homologation des terres indigènes, je vais y venir. Puis, intervention, et puis un dernier truc, attaque personnalisée et généralisée à des journalistes. Et dernière chose, mais il y en a d'autres, intervention, il y a une intervention fédérale dans les prisons et qui ont eu des sérieuses violations des droits de l'homme et donc qui dénotent vraiment d'une volonté de gouvernement de opprimer, entre guillemets, ces personnes qui sont emprisonnées. Donc ça bafoue complètement leur droit à la vie, à l'intégrité physique, etc. Donc il y a vraiment des dénonciations très 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 graves d'une violation qui est systématique en fait. Voilà, donc en plus de donner carte blanche, il y a aussi des actions de gouvernement qui ont des actions directes sur des groupes, on va dire, minoritaires et déviants. Et je voulais juste finir par, dernier slide,
Voilà, donc lancer un peu la question provocatrice de qu'est-ce que c'est un homme de bien, un citoyen de bien. Et ici, nous avons la publication qui s'appelle Good Citizen, qui en fait, c'était le journal de Ku Klux Klan. Et je trouvais ça assez fascinant. Je suis tombée par hasard dessus. Et donc, voilà, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Donc je demande à Luca et à Anna. Donc Béatrice nous a expliqué un peu comment cette narrative elle a été créée, sur quelle base elle a été fondée, comment elle renforce quelques violations, les actes, comment ça reproduit en pratique. Est-ce que vous voulez juste ajouter un petit mot sur là-dessus, juste une remarque ou quelque chose d'autre? Je trouve ça très intéressant et je pense que ça touche un point qui, à mon avis, c'est un peu effrayant quand même, qu'on récupère l'histoire, ce qui est très important. On peut comprendre que ce n'est pas un événement isolé et nouveau, ça fait partie d'une histoire d'exclusion et de marginalisation. Mais surtout, ce qui est effrayant, à mon avis, c'est que c'est un discours convenable pour une partie de la population. Et donc, je pense qu'il y a une réciprocité quand tu parles d'un discours qui justifie des actions. Donc, je pense qu'il y a une justificative réciproque entre ces discours-là et aussi la culture, ou la morale, ou la pensée d'une partie de la population. Merci. Lucas? Je voulais dire seulement quelques mots sur les premières diapos, cette idée de nœud et les autres. Que ça, c'est très marquant au Brésil, mais chaque société, on a toujours l'autre. Et c'est l'autre au Brésil, ce n'est pas exactement l'autre ici en Belgique, mais on reproduit un peu cette idée d'éloignement et de diminution de la légitimité de l'autre. On a ça avec les migrants ici, on n'a pas la même idée des migrants au Brésil, mais on a cette production de l'autre. Et quand je vais, pour ma présentation, je vais parler comment ça donne un résultat sur les chiffres de la violence. Merci. Béatrice, tu aimerais ajouter quelque chose de manière très succincte, très courte, juste pour finaliser? Allez. Pour votre synthèse. Pour réagir à ce qu'il dit Lucas. Ouais, juste, je vais faire un effort. Pour ce qu'il dit Lucas, donc par rapport aux migrants, en fait, les migrants, ils commencent aussi à être les autres au Brésil, parce que le Brésil était longtemps un pays d'abord de réception de migrants, et puis à partir des années 80, d'exportation de migrants, et maintenant, à partir des années 2000, de réception et exportation des personnes, on va dire comme ça. Et les dernières années, on a vu, donc il y a eu un changement de la politique migratoire, qui pour la première fois parlait des droits humains à des migrants, et que maintenant, on voit le gouvernement qui essaie de saboter ça de manière législative, mais aussi dans la manière de parler des autres, donc les Vénézuéliens, par exemple, et même à São Paulo, les Boliviens, etc., beaucoup de Latino-Américains, mais aussi des Africains, ils commencent à être cibles des actes haineux et d'une politique aussi d'oppression. Merci beaucoup. Donc, en parlant de narrative, comment on s'approprie et comment on le met en pratique, surtout dans le contexte des médias. Donc, je passe la parole à Anna, qui va parler de la contribution des médias sur ces contextes. Justement, en effet, je suis... si on peut mettre le... Oui. Je suis très contente que je parle juste après cette introduction. On parle de narrative, parce que là, on peut parler de narrative médiatisée. La prochaine, s'il vous plaît. Oui. Donc là, ce panel il propose une réflexion qui associe directement les fake news, les discours de criminalisation, de haine des adversaires à l'émergence de l'extrême droite. Et en effet, on entend beaucoup parler de cette utilisation de Twitter, Facebook, WhatsApp dans ces contextes d'émergence d'extrême droite. Parce qu'en effet, il y a une mauvaise appropriation d'un côté,
C'est pas juste le cas du Brésil, on a vu ça ici au Brexit, on a vu ça aux États-Unis, on voit un peu partout dans le monde ce type d'appropriation. Et on doit en effet reconnaître les nouvelles possibilités offertes par les nouvelles plateformes numériques. Mais ce que je propose, c'est un peu ce qu'a fait aussi Béatrice, de revenir un peu sur l'histoire, mais revenir aussi sur un contexte qui combine différents facteurs dans le secteur médiatique. Si on peut passer, et justement, c'est parce que Paola, elle disait justement au début que parfois on va partir à l'ordre et on crée une nouvelle forme de répression. Si on commence trop à se concentrer sur l'appropriation des médias, on risque facilement de tomber sur une normative qui dit bon, les médias finalement ils vont faire du mal. Et c'est une vieille question. L'influence des médias sur la société, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait du mal? Donc il y a vraiment un risque, c'est très fine cette division entre ce qui fait bien, ce qui fait mal, et on risque d'interpréter ça de manière compliquée. Donc ce vieux débat, j'ai mis ici une citation d'un sociologue belge qui s'appelle Guy Bajois, qui dit que les médias interfèrent dans l'établissement et le changement des relations contractuelles dans une société. Ça veut dire qu'ils jouent un rôle important dans la capacité des groupes pour faire pression et obtenir des compromis. Ça veut dire comment on va vivre ensemble. Les médias, ils sont capables d'influencer cette manière de vivre ensemble. On passe, s'il vous plaît. C'est pas nouveau au Brésil, ça. Pas du tout. C'est pas une question. Pas nouveau au Brésil, pas nouveau dans le monde. Ici, ce sont c'est une magazine hebdomadaire au Brésil qui s'appelle Veja. C'est un des magasins avec la plus importante circulation au Brésil. Et on voit ça, ils font pour tout le monde. Il y a pour la droite, pour la gauche, la criminalisation des personnes, la personnification pour dire ce qui sont les personnes du mal, ce qui sont les personnes du bien. On met des gros photos pour dire un rouge pour dire c'est un peu les mauvais, ce sont des gens qui font du mal. Et ce que je vous propose de faire donc, c'est une réflexion, les prochaines dispos s'il vous plaît, une réflexion à 3 axes pour parler d'une perspective élargie, où l'accent est mis plutôt dans les enjeux d'inégalité médiatique et asymétrie des pouvoirs, justement, de diffuser des narratives. Le panel il pose la question sur comment ou pourquoi des régimes qui s'attaquent contre la démocratie et les droits humains peuvent être élus. Et mon hypothèse, à partir des études de la communication, repose sur la combinaison entre la concentration médiatique, les politiques faibles envers la démocratisation des médias, mais aussi la présence des médiateurs conservatifs au milieu de la société. On a bien vu ça dans la première présentation. Et je vais développer cette hypothèse à partir du cas brésilien qu'on étudie ici. Les prochaines images, oui. Là, on peut voir la situation de la concentration médiatique au Brésil. Vous savez bien, le Brésil est un pays très inégal, c'est parmi les plus inégaux au monde. Et la situation des médias ne fait pas d'exception. Selon des différentes sources, ce qu'on voit ici, on parle d'entre 6 et 16 familles, et c'est bien des familles, qui concentrent la propriété de tous les médias dans le pays. On peut voir dans cette image-là qu'on a plus que la moitié des groupes médiatiques. Ils appartiennent à 5 groupes médiatiques au Brésil. Donc, c'est une présence très, très concentrée, c'est une situation très concentrée des propriétés des médias. Et on a, prochaine image, s'il vous plaît, on a de l'autre côté, c'est qu'une recherche de 2017 a montré et a appelé comme les déserts d'information,
que c'est en effet une aggravation de la concentration médiatique par une concentration des audiences. Cette recherche qui s'appelle Atlas da Notícia, elle a montré que 35% de la population brésilienne vit dans une ville où il n'y a pas aucune production locale d'information. Aucune. Sur la forme des médias imprimés ou au digital. Donc, il n'y a aucune production dans l'endroit même d'information. Les chercheurs ont identifié un moyen de communication locale dans 1125 villes au Brésil, mais parmi ces 1125, 416 ont juste un médium dans la ville même. Toute cette zone moutarde dans la carte du Brésil, ce sont des endroits où il n'y a rien comme production locale d'information. Et c'est ça que les chercheurs ont appelé les déserts d'information. Et là, on peut voir la prochaine image. C'est qu'on voit, si on combine les deux graphiques, nous allons découvrir que plus d'un tiers des Brésiliens s'informent par les gros réseaux de communication, principalement la Rede Globo. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler. La Rede Globo, c'est une chaîne de télévision. C'est la première, les groupes médiatiques, c'est les premiers. Ils ont 9 entreprises de médias dans le pays. C'est les premiers quarts de la pizza là-dessus. Ces groupes médiatiques atteignent 98% du territoire. Donc, c'est vraiment massif. Et on peut dire, mais là, on a l'Internet qui va nous sauver de toute cette situation-là. La prochaine image va nous montrer un peu, malheureusement, une situation qui n'est pas très bonne de ces côtés-là. En effet, on a des solutions par l'Internet, mais il faut aussi considérer qu'en 2014, 53% de la population brésilienne n'avait pas d'accès à l'Internet du tout. Donc, on parle de la moitié de la population qui n'avait que la Rede Globo pour s'informer. Les graphiques qu'on voit ici, ils montrent les plus clairs dans l'image de la carte brésilienne, les plus clairs, les moins d'accès à l'Internet. Et donc, ce qu'on peut conclure de ces graphiques-là, de cette image-là, c'est que l'Internet au Brésil elle est accessible en bonne qualité, parce qu'il faut dire aussi que parfois on a l'Internet, mais la qualité n'est pas si bonne que ça. Mais donc, l'Internet est accessible en bonne qualité aux plus jeunes, aux plus riches et à ceux qui habitent dans les grandes villes. Et là, les prochains, on peut vivre. Nous pourrions ici établir un gros débat juste sur les enjeux de concentration, mais je vais mettre l'accent sur une des conséquences qui parle directement avec ce que Béatrice vient de dire, que c'est que la concentration de la propriété des audiences, elle représente aussi la concentration des narratives. On revient sur la question de l'influence des médias, et là, ce que je mets ici, là-haut, c'est une citation d'un sociologue aussi, jamaïcain et britannique, qui s'appelle Stuart Hall, et qu'il dit qu'on donne du sens aux choses par la manière comment on les représente, par les mots qu'on utilise pour les décrire. Et dans les études des médias, on parle de cadrage. Ça aussi, ça résonne beaucoup à ce que Béatrice a dit. Les cadrages, c'est les choix, c'est la décision de parler d'un aspect au lieu d'un tas d'autres. Et là, dans les prochaines slides, on peut voir un exemple de cadrage. Ça, c'est une enquête que j'ai faite en 2013 par rapport aux mobilisations de juin 2013. Pour ceux qui ont d'intérêt, il y a un article qui vient de sortir, la référence est en bas, où j'explore un peu cette analyse. Et ce qu'on voit, on voit ici la page 1 du journal Folha de São Paulo, qui c'est un des principaux journaux au Brésil,
au début et à la fin des mobilisations, et on commence par une narrative justement qui associe les manifestations à la criminalité. Donc les vandales, là-bas, détruisent la ville de São Paulo. Vers la fin du mois de juin, ces vandales, ils sont devenus des citoyens qui, par la voie de la mobilisation, ont réussi à réduire les prix des tarifs de transport public. Et selon l'analyse que je présente dans cet article-là, une des raisons de changement de la narrative a été l'action des médias alternatifs qui ont confronté justement cette narrative initiale. Et là, on arrive à un autre aspect de la concentration médiatique. Les prochains slides, s'il vous plaît. Et on peut dire, mais donc là, on peut être sauvé par les médias alternatifs. Et oui, je voudrais bien vous dire ça, mais au Brésil, on continue avec les problèmes de concentration. C'est très difficile de mesurer l'existence des médias alternatifs par sa nature fréquemment extra-officielle, par son instabilité, par sa faible circulation. Mais on a des statistiques sur les radios communautaires qui nous aident un peu à comprendre la situation. Et là, ce qu'on voit ici, dans cette image, c'est qu'entre 1999 et 2009, l'organe responsable du contrôle des radios communautaires au Brésil a reçu 20 000 demandes de permis pour établir une radio communautaire. Et juste 3 600 ont eu le permis. Entre 2010 et 2011, là, il faut voir qu'on est déjà dans l'ère du PT au gouvernement. Donc, ce problème de concentration n'est pas vraiment nouveau. Il n'a pas trop changé, même avec des gouvernements progressistes. L'organe de contrôle de la radiodiffusion au Brésil a fermé 2 radios communautaires par jour au Brésil entre 2010 et 2011. Et en 2016, on estimait un plus de 15 000 radios communautaires qui diffusaient sans un permis. Les lois sont en général anciennes, mal adaptées aux besoins des groupes. L'Internet représente vraiment la situation. Les résultats en juin 2013 démontrent son potentiel. Mais si on se rappelle de la mauvaise distribution de l'accès dans les territoires nationaux, on découvre rapidement que cette solution est quand même limitée. Et pour finir, les prochaines images, s'il vous plaît. Pour finir, je vais ajouter les derniers éléments de mon hypothèse. Les citoyens qui est exposé aux effets de la concentration médiatique, il n'est pas isolé. Il a des amis, des proches, des gens qui l'admirent et qu'il prend en compte. Et là, les prochaines slides, je vais parler d'un acteur social que j'appelle rééditeur. J'aime bien ces concepts-là que j'ai appris avec un philosophe colombien qui s'appelle Bernardo Toro. Dans l'analyse des processus de mobilisation sociale, il attribue un rôle très important aux personnes capables d'adapter des messages et d'influencer la manière comment les autres pensent et se portent. Il parle des professeurs, des prêtres, mais aussi des gens de notre cercle familial ou amical. N'importe qui peut être un médiateur de l'information et avoir encore plus de force que les médias même. Les prochains slides. Donc, pour conclure, ce que je vais dire, c'est que les plateformes numériques augmentent les moyens par lesquels ces médiateurs s'approchent des personnes. Mais ce qui importe, c'est qu'il faut regarder l'articulation fine dans les réseaux quotidiens. Un cas plus récent, c'est celui du mouvement Elenão, dans les élections de 2018 même. Le 29 septembre de 2018, des milliers de personnes sont sorties dans les rues dans 114 villes au Brésil et au monde contre les attaques contre les droits des femmes, des Noirs, des indigènes, tout ce qu'on a vu pendant les campagnes présidentielles au Brésil. C'était la plus large manifestation de ce genre organisée par des femmes dans l'histoire du Brésil. On a bien vu là-dedans l'enjeu de la concentration médiatique. Les médias de masse n'ont pas parlé ou ont décrit cet événement comme quelque chose de mineur dans le contexte des élections. Mais cette approche, elle a été soutenue, et elle a soutenu aussi, donc c'était réciproque avec les actions des médiateurs conservatifs qui disaient par les réseaux sociaux que l'événement n'était pas si grand que ça et qui disaient que même les photos qui circulaient sur l'Internet, c'était des photos du carnaval.
Donc, on peut voir bien là l'articulation entre l'absence de couverture médiatique dans un secteur très concentré et l'action par les bas de ces médiateurs qui parlent personne à personne pour diffuser et confirmer ce type de narrative. J'insiste sur ces points parce que la technologie elle est au centre des débats pour les biens et pour les mal, mais on oublie facilement que la communication directe a une force indéniable. Une partie de la force des réseaux WhatsApp repose sur la force de la communication directe aux personnes. On fait confiance aux personnes. Et la combinaison entre concentration des narratives et l'action plus efficace des médiateurs conservatifs, elle a un pouvoir qu'on doit beaucoup faire attention. Merci. Merci beaucoup Anna Cristina pour cette présentation très intéressante. Lucas, Béatrice, donc on a parlé du pouvoir des médias, de la concentration des médias sur 9 familles, plus ou moins, oui, et qui représente aussi la représentation de l'argent de la société dans quelques groupes familiaux. Donc vous voulez réagir, ajouter de manière très courte à la présentation de Anna Cristina? Une toute petite question de réflexion. Ça fait pas longtemps, pendant le printemps arabe, on mettait beaucoup d'espoir sur ce genre de communication sur les réseaux sociaux et on avait un peu l'impression que ça serait très, très révolutionnaire. Depuis 2016, les élections au Brésil, 2018, on a vu le contraire. Comment on explique ça, que WhatsApp, à la fin, c'est un instrument de l'extrême droite? Qu'est-ce qui s'est passé entre le printemps arabe et les dernières élections? Ouais, moi, il y a une question qui je trouve très intéressante dans le travail d'Anna. Peut-être qu'après, tu pourrais dire plus. C'est cette force, justement, de la communication qui vient des gens qu'on connaît. Et donc, avant, on entendait beaucoup « c'est vrai, j'ai vu à la télé ». Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois dans ma vie des journalistes. Non, c'est vrai, j'ai vu à la télé. Donc la télé, c'est un témoin de la vérité qui est communiquée directement. Et le WhatsApp a un peu pris ce même rôle. Non, c'est vrai, c'est ma cousine qui m'a envoyé ça. Et on a eu des fake news qui ont circulé pendant l'élection, des trucs invraisemblables complètement, qu'on ne va pas commencer à dire ici, mais des choses incroyables, vraiment impossible que ça soit vrai. Et les gens disaient si, mais c'est vrai, j'ai reçu ça et c'est vrai, ma cousine m'a envoyé, ou c'est quand même absurde. Et en fait, donc même quand la propre personne qui a envoyé les fake news dit non, mais en fait, c'était pas bien ça, ça n'a pas le même effet en fait. Donc c'est assez impressionnant. Donc je suis un peu effrayée. Merci. Avant de passer la parole à Anna Cristina, je vais casser un peu le protocole. Est-ce que quelqu'un connaît le système de WhatsApp au Brésil? Il vous laisse expliquer comment ça marche? Un Brésilien ou quelqu'un qui connaît très bien la communication WhatsApp au Brésil. Vous connaissez le système, comment ça marche au Brésil? Parce que ce n'est pas comme l'Europe. Hein? Vous savez ça? Il y a une grande différence. Vous êtes au courant? Allez, parce que ça, c'est le détail. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche? Parce que ça fait toute la différence. Et essayer de conclure avec, de manière très soucie, de pouvoir de synthèse. Allez, on y va. Pourquoi ça a tellement influencé les enjeux politiques au Brésil? Expliquer rapidement les défis. La différence, on peut il faut toujours, quand on pense au Brésil, il faut penser aux enjeux d'inégalité. Et là, aussi, on a vu cette question de l'accès à l'Internet et on s'est dit, tout le monde a son portable, tout le monde peut partager des informations par WhatsApp. On sait aussi qu'on a vu dans les cas du Brexit et des États-Unis plutôt des actions sur Facebook, un peu sur Twitter, mais le Brésil, c'était le cas vraiment de WhatsApp. Mais aussi, là, je pense que la différence dont parle Juliana, c'est la question des paquets d'informations des compagnies téléphoniques au Brésil. On peut avoir, selon l'argent dont on dispose, des différents paquets. Il y a des paquets où on peut échanger des messages sur WhatsApp, mais on ne peut pas vraiment accéder à l'Internet.
Donc, on va recevoir les titres d'une pièce dans un journal ou un article ou quoi que ce soit. On va voir les titres, mais on ne peut pas cliquer dessus, on ne va pas avoir accès au contenu. Donc, on va avoir des petites informations, parfois des titres scandaleux, très forts. Et c'est ça, on ne va pas vraiment rentrer dans l'information complète. Et donc, c'est un peu ça qui a été la force de diffusion pendant les élections. Combien de pourcents de gens qui ont accès à cette 40%? Accès à quoi? Juste à ces faux. Ah non, là, je n'ai pas de chiffres, mais je sais ah non, j'avais les chiffres, oui, je présentais une fois, mais je ne me rappelle plus exactement. Je peux chercher, tant qu'on parle, pour revenir là-dessus sur les chiffres. Mais juste pour rebondir sur les commentaires, je pense qu'il faut, pour rester juste dans une seule idée, j'ai commencé la présentation pour dire qu'il faut regarder les cadres plus larges, pour ne pas démoniser les réseaux sociaux, les ressources digitales, les ressources numériques. Parce que là, c'est vraiment un peu ça. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mal? J'ai un collègue français qui a justement dit « C'est très facile de tomber sur une limitation démocratique à nouveau parce que les réseaux numériques, ils font vraiment plus d'accès. Ils produisent plus d'accès à des formes d'expression. Et donc, si on retombe sur les dommages, on peut facilement avoir une politique qui dit donc il faut couper parce qu'il y a des gens qui utilisent mal et on va juste laisser parler ceux qui disent la vérité. Donc, c'est bon ou c'est mauvais? Et la marche des femmes, les mouvements et les non, c'est un excellent exemple parce que les marches ont été organisées par les ressources numériques, par les plateformes numériques. Mais de l'autre côté, on a vu justement les mouvements contraires pour montrer que ce n'était pas vrai. Donc, à mon avis, c'est pourquoi il faut regarder tous les éléments. Il faut surtout regarder les connexions culturelles qui sont derrière la construction des narratives. Merci beaucoup, Anna. Donc, je passe à Lucas Melgaço, qui va parler un peu on va dire, de sujets les plus passionnés dans le moment, la justice au Brésil, les paquets moraux. Donc, Lucas. Merci, Juliana. Merci, les organisateurs, pour l'invitation. Je voulais d'abord dire que ça me donne beaucoup d'espoir de voir une audience si remplie pour parler sur le Brésil et pour écouter. Et j'espère que ça va générer un peu les débats et les réactions entre vous. Je voulais parler un peu de la violence au Brésil. Quand on parle du Brésil, moi je suis brésilien, mais j'habite ici en Belgique et je me pose toujours la question, est-ce que c'est si violent comme ça? Et je peux dire, oui bien sûr, le Brésil c'est un pays très très violent. C'est pas si violent comme d'autres pays en Amérique latine, mais c'est un pays où la violence fait partie de la vie quotidienne. Et surtout, c'est ça que je voulais montrer d'abord, elle commence à faire partie du discours. Il ne fait pas longtemps au Brésil, on avait un peu honte de dire je suis de droite, je suis d'extrême droite. Personne ne disait ça. Aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps, si on dit ça, les chances, l'opportunité, les probabilités d'être élu en tant que politicien, ça augmente. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, en plus, si on parle avec un discours très très violent, on a vu ça pendant les dernières élections, ça marche comme propagande. Et c'est ça, d'abord, c'est très impressionnant. La suivante, s'il vous plaît. Donc, je voulais montrer quelques exemples de paroles, de discours très violents. Là, on voit... Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. D'abord, le président Bolsonaro, elle a dit pendant sa campagne, si quelqu'un dit que je veux donner carte blanche à un officier de la police militaire pour tuer, je dirais je le veux.
Les policiers, les gens lui tirent dessus, mais ne tirent pas sur personne, n'est pas un policier. Donc, on a les candidats qui disent on veut une police qui tue. Ça, c'est la bonne police. C'est très différent si on parle de ça ici en Belgique. La bonne police et la police qui tue, c'est quand même un peu gênant. Mais au Brésil, ça s'est traduit dans le vote. Encore la suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est le gouverneur de São Paulo qui a un peu profité de le même discours. Quelqu'un très, très libéral qui n'avait jamais ce genre de discours violents. Il a surfé un peu dans cette vague de violence. Il a vu, ça marche, je vais l'utiliser, le même discours. La police va tirer pour tuer. Et les bandits ne seront pas menés au poste de police ou à la prison, mais au cimetière. Ça, c'est quelqu'un qui a été d'abord élu comme à la mairie de São Paulo et après a été élu en tant que gouverneur de São Paulo. Mais je voulais cibler aujourd'hui sur le cas de Rio parce que je pense que c'est le cas plus étonnant. La suivante. Là, on a le gouverneur de Rio. Qui, je ne sais pas si j'ai fait la bonne traduction, mais en portugais, il a dit a police va mirar na cabecinha. Ça veut dire la police va viser la tête des criminels. Donc, c'est la police, c'est pas la police qui va arrêter la criminalité, c'est la police qui tue. Mais dans toutes ces images, l'image que je trouve la plus impressionnante, c'est la suivante. On n'a pas besoin des mots ici, c'est l'image, elle dit. C'était pendant la campagne électorale. Ce sont 2 députés fédéraux, ils ont été élus. Et pendant la campagne, ils ont cassé une plaque avec le nom de Marielle Franco. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Marielle Franco, je n'ai pas du temps pour parler, mais allez sur Google, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Pour connaître l'histoire du Brésil contemporaine, il faut savoir l'histoire de Marielle Franco. Mais là, je voulais montrer, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, personne ne va voter pour quelqu'un qui utilise la violence en tant que discours. Les 2, ils ont été élus pour l'État de Rio. Donc, ma question, est-ce qu'il est vrai que le Brésil, est-ce que c'est une bonne solution pour la violence? Avoir une police et avoir un punitivisme de la police, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, j'espère que ça ne soit pas trop fatigant, mais je voulais vous montrer quelques chiffres. D'abord, toujours quand on montre les chiffres criminels, il faut douter les chiffres. Les chiffres criminels, ce sont aussi les outils des discours, et surtout au Brésil. Okay? Donc, il faut toujours hésiter quand on regarde les chiffres. Mais quand même, c'est un outil de discours. Et je voulais vous montrer, là, c'est une série historique sur les taux d'homicide au Brésil de 1991 jusqu'à 2018. Et ça, c'est pour l'État de Rio. Et ça, il a une chute très visible de la violence au Brésil. Donc, pourquoi on a ces discours de la violence une fois que la violence elle est en train de chuter? Et ça, ce n'est pas qu'au Brésil, c'est un peu partout dans le monde. Il y a le cas de la violence, elle diminue, mais les discours de la violence, ils augmentent. La prochaine, s'il vous plaît. Mais là, peut-être c'est un peu plus fatigant que les graphiques. Je voulais montrer les vrais chiffres de la violence de la police à l'État de Rio. Donc là, en 2016, on a eu une police qui a tué 920 personnes et ça ne fait qu'augmenter depuis là. On a 1100 personnes en 2017, 1500 personnes. Et il faut dire, ce sont les chiffres officiels. Ça veut dire, on ne sait vraiment pas combien de gens ont été tués par la police. Il faut croire que c'est encore plus impressionnant que celui-là. Et si on regarde les 6 premiers mois de 2019, on a déjà tué 1200 personnes. Ça, c'est la police. Ce ne sont pas les criminels qui tuent, c'est la police qui tue. La prochaine. Là,
c'est un peu les mêmes idées, mais en tant que graphite, c'est un taux d'homicide par les habitants. Et on voit qu'on a, depuis 2013, ça augmente. Et c'est impressionnant de savoir que les taux d'homicide au Brésil, par la police, c'est plus haut que les taux d'homicide en Belgique. Donc, vous pouvez faire un peu la comparaison pour comprendre un peu le cas au Brésil. Donc, on a déjà une police qui tue. Et la prochaine, s'il vous plaît. Et il y a aussi une autre idée au Brésil. En même temps, on va avoir une police qui tue, mais on va aussi augmenter les taux d'incarcération. On va mettre plus de gens à la prison. Au Brésil, on a un peu cette idée que c'est le pays de l'impunité, qu'on peut faire n'importe quel crime et on ne va pas jamais être dans la prison. Mais si vous voyez un peu là en bleu, c'est les populations emprisonnées au Brésil. Et ça ne fait qu'augmenter depuis 2000. Là, en jaune, ce sont les places dans les prisons. Ça augmente aussi, mais ça augmente pas dans la même intensité que les gens incarcérés. Et en vert, on voit les déficits. Donc, on manque de places pour les prisons, mais quand même, on va encore mettre plus de gens. Et comment on va faire ça? Là, j'amène mon discours à la prochaine, s'il vous plaît. Au cas du ministre de la Justice, Serge Moro. Donc, on a dit, on a un pays très violent. Qu'est-ce qu'on va faire avec sa violence? Il a suggéré un paquet anti-crime qui va ne faire qu'augmenter la violence policière et les taux d'incarcération. Donc, très vite, il a suggéré un projet de loi. La suivante, s'il vous plaît. C'est en portugais, j'ai tiré ça de son projet, mais je vais lui dire, je vais raconter qu'est-ce qu'ils disent dans la loi, la nouvelle loi qu'il veut proposer. On a déjà une police au Brésil, comme vous avez vu, les chiffres, ils tuent, mais ils ne sont jamais jugés. C'est très rare un cas d'un policier qui tue et qui va finir en prison. Ça n'existe pas au Brésil. Mais selon Serge Moro, on doit donner encore plus de droits à la police de tuer. Et c'est ça qu'il a dit dans son projet, c'est en portugais, mais il a dit, s'il y a un policier qui va réagir parce qu'il est surpris ou parce qu'il a attrapé une violente émotion, on ne va pas le juger. Il a le droit de tuer. Vous pouvez imaginer ça? Ou sinon, s'il est un risque imminent, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. La traduction, c'est l'autorisation pour tuer. On a déjà l'autorisation, mais ils pensent que ce n'est pas assez. La prochaine, la suivante, s'il vous plaît. Et la deuxième partie de son projet, c'est un projet avec plusieurs éléments, mais l'autre élément, c'est qu'il veut dire que, en grosso modo, qu'on va mettre les gens plus vite dans la prison. Au Brésil, on a trois moments pour juger quelqu'un. Et aujourd'hui, il faut être jugé jusqu'au troisième moment pour être emprisonné. Il a dit, on va faire ça encore plus vite. Au deuxième moment, on va déjà être incarcéré. Et il veut nier la possibilité de parole, d'avoir une liberté provisoire pour les prisonniers. Donc, ce qu'il est en train de proposer, c'est justement une police qui tue encore plus et augmenter les taux d'incarcération. Mais c'est intéressant de penser au Brésil, parce que si on va regarder les racines de la violence au Brésil, il y a plusieurs éléments, mais il y a sans doute un élément qui vient de la prison. C'est le crime organisé. Il est organisé dans la prison, entre les prisonniers. Et une fois qu'on a encore plus de prisonniers, on va voir encore plus de violence qui vient du crime organisé. Donc, c'est un peu une stratégie qui, aucune part au monde, on a montré
qu'on augmente le taux d'incarcération et on va voir une chute de la violence. On n'a pas encore montré cette corrélation, mais dans la tête de notre ministre, c'est le cas. Mais bon, j'ai montré quelques chiffres, mais les chiffres sont quand même très froids. Donc je voulais finir avec une discussion un peu plus réelle. Qu'est-ce que ça veut dire la violence de la police au Brésil, et surtout les deux cas que je voulais montrer, c'est lié au cas de l'État del Rio. Donc la suivante, s'il vous plaît. Le gouverneur Whitson de Rio, il est en train de faire en train de mener un vrai massacre de la population pauvre au Brésil, surtout la population pauvre noire qui vit dans les favelas. Donc, vous trouvez ça sur Internet. Parfois, il est dans un hélicoptère qui est en train de tirer sur les gens de favelas. Au Brésil, et ça lie très bien avec l'idée des citoyens du bien. Pour la police, être criminel, être pauvre, on ne voit pas très bien la différence. Et c'est pour ça qu'on autorise un politicien d'aller sur un hélicoptère avec la police et en train de tirer sur la population. Ça, c'est un dessin, c'est un exercice avec les enfants de la favela. Et il y a un enfant qui a fait dessiner là un hélicoptère qui est en train de tirer sur les criminels, mais aussi sur la population. Et il dit... j'aime pas cette idée parce qu'ils sont en train de tirer très proche de chez moi. Donc, je pense que ça, c'est très fort, encore plus fort que les chiffres. Mais la dernière image que je voulais montrer, c'est un cas, c'est vraiment un cas très impressionnant. Je voulais faire un hommage à Agatha Félix. C'est un entre les plusieurs victimes de la violence policière au Brésil. Elle avait 8 ans. Elle a été tuée par un tir d'un policier militaire. Au Brésil, on appelle ça la balle perdue. Elles ne sont pas perdues, elles ont trouvé quelqu'un et elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs enfants qui ont été tirés dessus et sont morts par l'État, par la police. Donc, tous ces discours de la violence, les résultats, ils viennent surtout sur la population pauvre des favelas et noire. Donc, je pense qu'elle est très, très représentative de la situation du Brésil actuelle. Et je vous laisse avec cette discussion. Pourquoi on veut les discours de la violence? Ça vient d'où? Quelle est la légitimation pour avoir un discours qui tue, et surtout tous les pauvres et les noirs. Donc, pour finir, je voulais dire, et c'est un peu une réflexion, parce que c'est très facile de mettre toutes les responsabilités sur les politiciens et la police, mais il y a encore la population là, qui est en train de voter pour ces gens, et ils sont en train de demander pour la violence. Donc, je voulais laisser un peu la responsabilité au-delà des politiciens et la police, et aussi amener la population dans ces débats, et vous laisser cette question que je n'ai pas la réponse, mais pourquoi on accepte ce genre de violence très frappante. Merci. Merci Lucas. Béatrice, Anna, des réactions? Avec des larmes aux yeux, je crois que c'est très émouvant pour nous, donc ce n'est pas facile. Je pense que ta dernière question, c'est la question peut-être. Mais là, peut-être que je voudrais te proposer de commenter et de partager avec les gens une promesse de campagne aussi, que c'était de donner droit à utiliser des armes. Et donc, l'association entre cette narrative de la violence, la création d'une peur généralisée, et bon, l'approbation d'un programme qui dit vous allez
avoir la possibilité de se défendre vous-même, quoi. Donc, peut-être faire cette association. Oui, moi j'aimerais juste donc d'abord dire une petite truc par rapport au paquet Molu. Donc il parle de troisième instance et le fait qu'on va en prison avant, disons. Mais moi j'avais fait une petite recherche par rapport à la population carcérale brésilienne et il y a environ 40% des gens qui attendent d'être jugés. Donc, il y a déjà, les gens sont déjà emprisonnés, même avant d'être jugés, et donc parfois ils ont déjà fait 2 ans, alors à la fin ils sont innocents. Ils ont donné 2 ans de prison comme ça pour du beurre. Donc ça c'est une chose. Et puis ça me fait penser à, merci Lucas, c'était super intéressant. Comment en fait les discours sont faits non pour résoudre une question sociale ou un problème. Mais pour donner une réponse à son électorat, à son audience. Donc on voit ça avec le paquet anti-crime. Donc comme j'ai dit, les gens sont déjà en prison. La prison récupère personne. Il n'y a aucune recherche qui montre que les prisons récupèrent des gens. C'est plutôt une liste pour se faire embaucher par les crimes organisés. Donc pourquoi faire ce genre de mesures? Parce que ça communique avec son audience. Et puis j'aimerais faire un tout petit parallèle avec la question migratoire ici en Belgique. On voit exactement le même processus. On dit les migrants, il faut que ça intègre. Donc on va faire une obligation de parcours d'accueil, on va faire une obligation de s'intégrer, on va faire... Mais en fait, c'est pas pour le migrant parce que elles veulent s'intégrer. C'est pour répondre à la population, pour dire vous voyez, nous on fait quelque chose pour qu'il ne soit pas une menace, pour qu'il soit intégré, etc. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en considération. Oui, je pense que ce sont des commentaires très pertinents. Si on va autoriser les armes au Brésil, on va voir là qui est la police en train de tuer, mais la population en train de tuer. Et je suis très convaincu que vont être les pauvres qui vont mourir surtout. Et la question carcérale au Brésil, c'est un sujet à part et c'est déjà avec tous les aspects des droits de l'homme, ça donnerait toute une discussion. Mais donc, on ferme les yeux pour cela, parce que l'idée, c'est de mettre l'autre dans la prison, mais entre tuer l'autre et mettre l'autre à la prison, ça donne la même chose pour la population qui veut cela. Donc, je voulais bien aussi écouter. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir les questions au public. Il y a juste une règle de débat. Comme on dit en anglais, we agree to disagree. On est d'accord de ne pas être d'accord, avec un petit bémol, les respects. OK? Donc là, nous ne sommes pas en train de faire une critique par rapport à la couleur du gouvernement. Nous sommes basés sur les données, sur les statistiques, sur les évaluations aussi de l'académie. Donc, nous sommes très objectifs dans les raisonnements. Donc, vous êtes toujours très bienvenus pour poser des questions, mais aussi faire des commentaires, parce que ce débat est démocratique, donc c'est la prise de parole à tout le monde. Mais on agree to disagree, mais avec du respect. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va aller comme ça? Donc, Paula va m'aider avec les micros. Tout à fait. Donc, il y a 2 micros. Moi-même et Eva, nous allons vous l'apporter. Et je pense, Juliana, qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main ici, près de... Ici, donc tu me dis quelle intervention on prend. Vous pouvez déjà lever la main. Voilà, qui d'abord? Vous, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Monsieur ici, derrière. D'abord, c'est monsieur ici, et après, le monsieur derrière. Oui, voilà. On peut quand même appeler un chat. Pardon? On peut quand même appeler un chat aussi, oui. Avec le respect, oui, avec tout le respect. Je pense quand même il y a quand même une question de racisme d'État. Et je pense quand même qu'il faut parler... Monsieur a timidement dit les Noirs à la fin. J'aimerais quand même bien savoir le pourcentage de Blancs dans la police, le pourcentage de Noirs dans les victimes. Je pense que c'est ici en Europe, comme aux États-Unis, comme au Brésil. Moi, je vis principalement au Bénin, population où il y a eu 10 millions d'esclaves qui ont été déportés vers le Brésil.
Et je pense quand même qu'il faut appeler un chat et qu'on n'aborde pas les vrais sujets. On n'en a pas assez parlé ce soir. Et qu'il y a un racisme d'État global dans la globalisation. Et c'est tout. En fait, c'est pas une question, c'est une réflexion avec les larmes aux yeux aussi. Merci. Une deuxième question, monsieur? On aura une deuxième question après. Oui. J'ai 3 petites questions, parce qu'on a parlé d'occuper le terrain, hein, et qui est occupé par les évangélistes. Vous pouvez parler pour le fort, monsieur? Oui, on a parlé d'occuper le terrain par les évangélistes. Or, c'est un problème concret que nous connaissons ici aussi. Donc, ce qu'on a eu ici, dans le passé, la tradition, par exemple, du Parti socialiste, c'était d'avoir des permanences. Mais on a dit que c'est du clientélisme. C'est une forme de corruption. Le Parti socialiste en Flandre a complètement oublié ça, a terminé ça. Le résultat, c'est que c'est l'extrême droite qui a pris la place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je ne trouve pas ça si simple. Deuxième chose, illustration de la concentration des médias dont vous avez parlé. On a connu ça en Italie, hein, où Berlusconi est arrivé au pouvoir grâce à ces médias. Mais il y a autre chose qui a précédé, et ça, je voudrais savoir quelle est la situation au Brésil aussi. C'est la corruption. Vous savez que Berlusconi est arrivé au pouvoir après la crise de Manipulite. En fait, les grands responsables, ce n'est pas Berlusconi, mais c'est la corruption du gouvernement démocratique qui ont précédé et qui se sont laissés corrompre. Sinon, Berlusconi ne serait jamais arrivé au pouvoir. C'était sans doute le plus grand corrupteur, mais il est tombé dans un vide. Toute la classe politique avait été éliminée. Alors, une chose, vous avez parlé de la violence, c'est la crainte, je pense, qui fait monter la violence. Hein. Et je voudrais savoir, la peine de mort, elle n'est quand même pas appliquée au Brésil, où elle n'existe plus. Donc, en fait, on fait une peine de mort sans peine de mort officielle. Troisième question, avant de passer aux réponses. Si tu peux... Là-bas, au fond. Eva va vous apporter le micro, monsieur. Je ne vais pas regarder encore qui. Vous pouvez lever la main. Je suis un peu aveugle, hein. Donc vous pouvez lever la main. Au fond, à droite, Eva s'y dirige. Voilà. Bonsoir et merci. Moi, en fait, j'ai 2 questions. Il y en a une qui est peut-être complètement hors sujet. Je préfère prévenir en avance. La première, c'est est-ce que par rapport à la montée de la violence en général et donc de ce qui se passe dans ce pays, et peut-être même sur le continent en tant que tel, est-ce que vous trouvez les réactions internationales assez fortes? Parce que personnellement, j'ai été quand même très surpris lors de l'élection de Bolsonaro. On a l'impression que il était quand même présenté en Europe comme un être affreux et incroyablement machiavélique et violent et tout ce qu'on veut. Et puis finalement, on a l'impression que c'est passé presque plus facilement que Trump. Et c'est pour ça que je trouve avec l'image, c'est assez, éloquent. Et ma deuxième question, et là c'est peut-être un peu de la prospective, je ne sais pas, mais je me demande si, et je voudrais avoir votre avis, si le Brésil en fait a des tentations belliqueuses, pas que à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des zones frontalières, parce qu'il y a quand même je ne sais plus combien de milliers de kilomètres, est-ce qu'il y a des incartanes brésiliennes un peu, est-ce qu'on sent quelque chose bouger à ce niveau-là? Je ne sais pas. Merci. Donc on va terminer les premiers blocs de questions. Vous voulez répondre, réagir? Je commence avec toi, Anna. Bon, il n'y avait pas de questions très directes, mais de quelque façon, on peut parler de la question de concentration des médias, comme vous avez dit, on a vu en Italie, on a vu même en Belgique, hein, la question de la concentration des médias. Il y avait, je pense, c'était l'année passée, il y avait une bonne campagne de démocratisation parce qu'on a identifié aussi une concentration importante dans la propriété des médias. C'est pas juste le Brésil, c'est un problème en général. Et de quelque façon, je pense que si on prend le cas d'Italie,
c'est un peu la relation, et là, vous parlez de corruption, et donc là, je pense que ça tombe bien, parce qu'il y a une concentration qui est déjà une pratique de corruption, parce que finalement, on parle sur la télévision, sur la radio, on parle d'un bien public et qui est partagé selon les convenances. Les propriétaires des médias en général ont des relations avec les politiciens, parfois ils sont même les propriétaires des grosses sociétés capitalistes, donc il y a une liaison, donc il y a une corruption déjà dans la manière comment on conçoive cette sphère médiatique. Parce qu'on va choisir qui sont les personnes. Ce n'est pas l'intérêt du public, c'est pas, parce que si on pense dans la carte géographique du Brésil, si on pense à une chose d'intérêt public, cette distribution d'entreprises médiatiques, elle devrait être beaucoup plus diffusée dans les pays. On n'aurait pas ces déserts d'information, comme on a appelé dans cette enquête-là. Donc il y a déjà une corruption dans le sens d'établir des relations dans la manière comment on va distribuer. Et donc là, c'est facile de construire des personnalités. C'était Berlusconi en Italie. On voit des sauveurs un peu partout. C'est facile de tomber dans ces vides qui se forment par la manière comment on construit la sphère médiatique dans chaque pays. Donc je pense que je resterai là, quoi. Très rapidement, je pense oui, il y a un racisme d'État, oui, très très fort, et qui est structurel, qui est sur des bases de la société brésilienne, qui a un mythe de la cordialité et de la mixité raciale qui est en leur, et qu'on a vendu et qu'on continue à vendre, et qui est totalement un mensonge. Parce que, comme je disais dans mon exposé au début, je n'ai pas sorti des chiffres, j'aurais pu, mais sortir un peu, donc population carcérale par couleur de peau, emploi et niveau de qualification par couleur de peau, position, si on regarde le Parlement brésilien, il n'est pas du tout représentatif. Que ce soit au niveau du sexe, de la couleur de peau, de la classe, pas du tout représentatif de la population brésilienne. Donc il y a énormément, et bon, donc ça contribue pour, en fait, on allume la télé, on voit des blancs, on voit très peu de noirs. Donc voilà, donc en effet, ça c'est essentiel pour comprendre la société brésilienne d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, pour comprendre le Brésil, il faut aussi regarder un peu les États-Unis. Mais je pense que notre situation est un peu plus dramatique parce que justement, aux États-Unis, il y a plus de visibilité. Donc la question raciale, elle est plus claire, elle est crude, elle est à la confrontation. Alors qu'au Brésil, elle apparaît beaucoup moins, elle est beaucoup plus comment on dit ça, éparpillée, quoi, diluée et donc elle apparaît comme beaucoup moins violente et pourtant elle structure l'organisation sociétale. Il y a aussi une chose que je voulais dire par rapport à ça, et ça lie avec ce que messieurs disaient par rapport à Bolsonaro. Donc, cette structure, donc la société brésilienne est structurée comme ça, et donc ça fait qu'il y a des positions de privilège, et ça que j'ai dit un peu dans ma présentation, il y a des groupes qui n'ont pas envie d'être challengés, si je peux dire, dans leurs privilèges. Et donc, on a vu ces dernières années la montée et la visibilisation de plein de mouvements sociaux qui avant étaient dans l'invisibilité. Et ça, on peut dire que c'est quand même un peu grâce à Lula. La criminalisation des mouvements sociaux a toujours été très forte. Donc c'est aussi un héritage de la dictature et ça a diminué un peu avec le gouvernement Lula. Ça n'a pas résolu les problèmes structuraux de la société qui continue à être extrêmement raciste, extrêmement classiste, etc. Mais ça a permis à certains groupes d'apparaître et de gagner de la force et de gagner de l'espace
médiatiques, entre autres, même si, bon, voilà, on sait que c'était pas ça. Donc, des groupes féministes, afroféministes, des groupes LGBT, des groupes de mouvements noirs dans toutes ses facettes, des groupes de mouvements synthères, de paysans, etc., 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 les groupes indigènes qui ont quand même un peu plus de visibilisation. Tout ça, ça a donné Enfin, je vois ça un peu comme révolution contre révolution. Donc il y a des groupes qui disent « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui prennent l'espace. Donc on ne peut plus faire des blagues racistes, on ne peut plus faire des blagues sexistes, on ne peut plus se moquer des Noirs, on ne peut plus se moquer des Indigènes, on ne peut plus les traiter comme de la merde. » Donc il y a un peu... c'est quoi ma position en tant que... mâle, blanc, voilà, donc on va dire probablement le summum de privilèges, des gens qui se sentent menacés et donc qui vont essayer de chercher des manières à essayer de stopper ce qu'ils considèrent justement comme des déviations de la norme, ou donc justement le nous et eux, pour revenir à ce que j'avais évoqué. Donc je pense que ça aide à expliquer un peu aussi l'élection de Bolsonaro. C'est des groupes qui se sentent oppressés ou qui ont l'impression d'être oppressés alors qu'ils sont dans une position de privilège. Merci pour les remarques très intéressantes et instigantes. Je voulais d'abord dire ce qu'on fait, ce que je fais en tant que scientiste, c'est un peu la science-action, c'est un peu l'activisme, mais c'est surtout d'abord la science. Et un des rôles de scientifique, c'est un peu de montrer la complexité des choses. Ce n'est pas que faire les discours pour une cause, mais surtout c'est pour jeter un œil sur la complexité. Et je dis ça pour parler un peu de la police au Brésil. Moi, je n'ai pas tous les chiffres dans ma tête de criminalité, mais je peux dire que c'est une police très noire. Mais c'est une police qui travaille sur des conditions hyper précaires. Vous pouvez imaginer un policier qui va avoir un salaire qui n'est pas assez pour sa famille, qui va être en risque de perdre la vie tous les jours. Donc, il n'est pas très bien équipé, il n'est pas bien entraîné. Et il est en risque, il est dans une corporation très corrompue et on n'a pas vraiment le choix en tant que policier de ne pas être corrompu. Donc c'est très difficile la position. C'est une police noire, très noire, beaucoup plus noire que la population, parce qu'on met la population pauvre noire pour faire le travail de la police, parce que c'est un travail pour l'autre. Donc, c'est très simpliste de dire que c'est la police blanche de tout la personne noire de la favela. C'est pas si simple. Beaucoup... Je ne dis pas que vous dites ça, mais je... Hein? Très, très blanc. Il faut voir les parlements brésiliens masculins, vieux, blanche, noire, blanche. Pas noire, il n'a pas de noir. C'est très difficile d'être une femme dans la politique au Brésil. Hétéro. Voilà, hétéro. La peine de mort, c'est bien ça, elle n'existe pas sous la loi, mais elle existe dans la vie quotidienne. Mais pas pour tous de la même manière. C'est une très bonne observation. La réaction internationale sur la violence, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire, mais nous, j'ai dit tous les Brésiliens, il y a pas mal de Brésiliens dans tous les pays du monde, mais ce sont surtout, il y a eu beaucoup de réactions. Quand on parlait avec les gens ici en Europe, et on disait, je pense que Bolsonaro va être élu, comment on va voter pour quelqu'un comme lui, mais au Brésil, ce sont les gens au Brésil qui votent et c'est ça qui compte. Et il faut mettre ça dans le contexte. Pour comprendre l'élection, il faut comprendre la réputation du PT, du Parti des travailleurs, tous les discours moralistes sur la corruption. Aujourd'hui, on a un pays qui est très corrompu, a toujours été corrompu, de droite à gauche. Mais on a surfé dans un discours très moraliste sur la corruption pour justifier le fascisme, l'extrême droite. Donc, il faut mettre ça en contexte.
Et finalement, l'idée d'une tentation belliqueuse au Brésil, j'espère pas. Mais quand même, on a toujours, et au Brésil, c'est pas un pays en guerre, un pays belliqueux. On a un pays qui est modèle pour les relations extérieures. On a toujours été un pays modèle pour cela, de très bonnes relations. On sait négocier, on sait le faire. Mais là, on a une nouvelle politique extérieure, c'est vraiment afro et c'est très infantile, on dit ça. Et donc, on ne sait pas pour l'avenir comment on va... Bon, je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, je ne sais pas si ça vaut la peine de chercher, mais comment notre président a parlé de la femme de Sarkozy. De Macron, désolé. C'était impressionnant. On a ce genre de discours très sexistes et très violents, mais pas seulement à l'intérieur du pays, mais on commence à le faire à l'extérieur. Mais j'espère pas. Je pense qu'on a que les politiciens, on a une population qui n'est pas du tout belliqueuse, donc j'ai l'espoir que... Donc, avant de passer au deuxième bloc, j'aimerais juste ajouter à la dernière question, qui est en Europe, les Brésiliens qui ont voté, je crois que juste Berlin et Londres et Paris ont voté contre Bolsonaro. 70% des Brésiliens en Belgique ont voté pour Bolsonaro, ceux qui résident ici. Donc, c'est juste pour information, pour comprendre aussi la complexité. Ce n'est pas facile. Deuxième bloc, il y a des questions, je crois, monsieur Envers, ici, là. Allez, je commence avec ce monsieur Envers qui voulait parler avant. Donc, je pense que c'est plus bas. Juliana, tu peux Moi, juste peut-être m'indiquer. Il y avait quelqu'un qui avait... Mademoiselle avait... Non, donc il y a madame ici devant, Eva. Et Envers là. Ah, là-bas. Monsieur Envers là. Et les troisièmes là-haut. Et voilà. 1, 2, 3. Donc, vous avez énoncé, il me semble, plusieurs violations des droits de l'homme. Et ma question pourrait peut-être paraître un peu naïve, mais qu'attendent les instances compétentes pour sanctionner le Brésil de ce point de vue-là? Excellente question. Deuxième question. Monsieur. J'en ai 5. OK. Il y a une vingtaine d'années, il y a un ami brésilien qui me dit qu'il n'y avait pas de racisme au Brésil. Est-ce qu'il y aurait une évolution vers le racisme? Ça me paraît tout à fait... Pas compris? Vous pouvez parler plus fort, monsieur, désolé. Il y a 20 ans environ, un ami brésilien m'a dit, au Brésil, les Noirs sont aussi bien acceptés par les Blancs que... Bon, est-ce qu'il y aurait une évolution depuis ces dernières années, depuis 20 ans, vers le racisme? Ça me paraît pas possible, mais enfin bon. Deuxième question, j'allais. Alors, la tentative d'assassinat de Bolsonaro, est-ce que c'est vrai? Ou bien, est-ce que c'est un simulacre? Pour le savoir... Je voudrais savoir ce qu'est devenu l'assassin, enfin le présumé assassin. Est-ce qu'il était poursuivi? Est-ce qu'il était condamné? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il vit toujours? Est-ce qu'on sait où il est? Troisième question. Une amie m'a dit que Bolsonaro, qui est issu de l'armée et qui est un caractériel, ça, tout le monde, enfin les psychiatres certifiés, avait été propulsé par l'armée parce qu'il savait qu'il allait faire des conneries. Et qu'ils attendent qu'il fasse des conneries pour dire, bon, écoutez, il faut qu'il démissionne et nous prenons sa place. Donc l'armée, c'est un moyen pour l'armée de reprendre le pouvoir. Alors, une autre question. Je n'ai pas compris comment la violence serait issue des prisons. Ça, je n'ai pas compris comment... quelqu'un de vous a dit ça. Et enfin, comment se fait-il qu'après les progrès sociaux sous Lula et sous le successeur, là, il y a encore tant de gens qui ont voté. Enfin, il y a quand même il y a eu des réformes agraires, il y a eu des tas de progrès sociaux. Comment se fait-il qu'on a maintenant la population aurait, à moins que est-ce que les élections ont été n'ont pas été truquées? Je ne sais pas, je comprends pas moi. Merci. La dernière, là-haut.
Bonsoir, je vais essayer d'être bref. Vous avez parlé d'insécurité à Rio. J'avais juste une question, elle peut également paraître très naïve. La ville de Rio est la ville la plus représentative en termes de favelas. On parle de pratiquement 700 favelas. Ne pensez-vous pas, dès lors de votre présentation, que les chiffres, ou plutôt la mesure que vous avez indiquée, qu'elle ne devrait pas être vue au niveau national, d'une part, ou du moins au niveau d'un État, État par État, car pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, elle me paraît excessive, puisque vous parlez uniquement de Rio de Janeiro et pas des autres États. Voilà. Merci pour votre avis. OK. Avant de passer, juste pour vous dire que nous avons juste encore 10 minutes, mais avant de passer, c'est très intéressant, mais malheureusement, nous avons un horaire à respecter. Avant de passer la parole à mes collègues, on peut aussi casser les protocoles et répondre à la question sur le racisme, parce que comme femme noire, je crois que c'est ma place de parole. Femme noire, brésilienne, migrante, juriste et qui travaille dans le plaidoyer antiraciste depuis 23 ans. Oui, le Brésil est un pays super raciste. Et nous avons une manifestation dans le contexte individuel, institutionnel et structurel qui ne sont pas adressées à cause d'un contexte historique, colonial, patriarcal, chrétien, qui ont aussi utilisé les esclaves et qui n'ont pas reconnu l'abus de la colonisation, n'ont pas reconnu non plus la violence envers les femmes esclaves. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment, comme disaient nos collègues, c'est la normalisation et banalisation du racisme, parce qu'on peut discriminer, mais la discrimination n'est pas reconnue comme telle. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment l'effet que les racismes soient tellement banalisés que les gens s'approprient et ils font ce qu'on appelle en anglais le racisme, l'entitlement racism. Donc, on se sent dans les droits de discriminer ou d'être raciste pour nous protéger et protéger nos privilèges. Donc là, il est clair. Mais il faut aussi savoir que décoloniser le racisme est très difficile. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons ce qu'on appelle les 50 tons, 50 shades of brownness, donc les 50 tons de marron, de brun. C'est très difficile d'un noir brésilien se déclarer noir. Il va se déclarer mixte, d'origine portugaise, mixte avec des indigènes. Il ne va jamais se positionner comme une personne de couleur noire. Donc c'est très compliqué et très complexe aussi. Non. Non. Non, pas encore. Non. C'est pas vrai. Bon. J'essaierai de passer brièvement par quelques questions. D'abord, je vais juste reprendre une question intérieure sur les réactions internationales. Il y a une question sur les médias qui est importante à dire par rapport aux réactions internationales. Il y a une grosse préoccupation par rapport à la répercussion de ces choses dans les médias internationaux. Il y a à ce moment une campagne qu'on peut voir du Brésil à l'étranger. Et là, c'est une campagne, la même tentative qu'on voit au Brésil de s'attaquer contre les médiateurs. Elle commence à être reproduite à l'étranger parce qu'on vient à l'étranger pour dire vous ne pouvez pas croire à ce qui disent les médias. Et le discours d'ouverture de l'Assemblée des Nations Unies, c'était le début de cette campagne, parce qu'on a entendu justement cette phrase « Vous avez, dans des autres pays, entendu des choses par la presse qui ne sont pas vraiment la vérité. Vous devez d'abord nous entendre pour savoir ce qui se passe dans notre pays. C'est nous qui portons
la vérité. Donc il y a à ce moment une campagne justement par rapport à cette réaction internationale pour essayer de nier la légitimité de n'importe quel type de critique. Et cette négation de la légitimité, je pense qu'il passe aussi par les questions des sanctions. Ces discours dans les Nations Unies est très représentatif de ça. On va nier l'instance des Nations Unies comme représentative d'une posture à garder des relations avec les autres pays, de respect aux droits, de respect même aux conventions déjà signées. Je pense que dès qu'on arrive à des sanctions, peut-être cette question de ne plus signer l'accord entre l'Europe et le Mercosur, peut-être que ce sont des sanctions économiques qui vont être un chemin parce que les sanctions au niveau politique, on va un discours justement de négation de la légitimité. Ça veut dire quoi l'accord de Paris? Ça veut dire quoi les traités des droits humains? On n'est pas dans le sens, dans ces gouvernements, de justifier ou de signer de nouvelles conventions, mais c'est plutôt de nier la légitimité des instances internationales ou des accords internationaux. Et là, il y avait une question, surtout, Béatrice disait bien, les théories de la conspiration. Et là, c'est plutôt l'information, je dirais, par rapport à l'attentat pendant les élections. Il y a en effet des théories sur est-ce que c'était vrai ou pas. Il y a des vidéos qui essayent d'expliquer beaucoup de choses. Là, on rentre dans un domaine difficile à rétablir les faits. Mais ce qu'on sait de la question, on sait que les types qui a essayé de tuer Bolsonaro, il a été déclaré malade mental, d'un côté. Et donc, dans la procédure juridique, dès qu'il a été déclaré dans cette situation, il avait la possibilité de poursuivre les cas en justice ou l'abandonner, et la famille Bolsonaro a décidé d'abandonner. Donc, tout simplement, l'affaire est clos parce qu'il n'a pas voulu continuer dans la poursuite d'une explication plus claire de ce que s'est passé. Donc, le type a été déclaré malade mental. Et il y a beaucoup d'histoires sur des relations. Il y a des gens qui essayent d'établir des relations où il était, les personnes avec qui ce type a été avant les cas. Mais en effet, c'est clôturé de quelque façon. On n'en parle plus. Et au niveau judiciaire, c'est fini parce que la famille a décidé de ne pas poursuivre les cas. Le type... Il est en dehors. Il est dehors. Non, il n'est pas. Il suit sa vie. On ne sait pas à ce moment où il est, s'il est. Parce que la question, c'est que ce qu'on savait de lui, il habitait dans une location, donc c'était même pas sa maison. Et là, c'est un peu ce qui donne des motivations pour les théories, c'est que il habitait dans une location, la propriétaire a été tuée quelques semaines après. Et donc là, ça veut dire, est-ce que c'est quoi que se passe? Donc, c'est difficile à suivre des hypothèses dans ces cas-là, mais comme la procédure juridique a été finie, donc le type, il est autorisé à être libre. Donc, je ne sais pas où il était à ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un sait où il est. En Belgique. Mais c'est ça, c'est fini, quoi. Le cas est clôturé. Par rapport à l'armée, son vice-président, c'est un militaire aussi. Mais l'armée au Brésil, elle déclare tout le temps que ce n'est pas le cas. C'est une théorie qui n'existe pas. Et là, j'avancerai plutôt un commentaire qui c'est très personnel. Là, c'est une opinion d'une citoyenne comme n'importe quelle autre. Je dirais que c'est plutôt intéressant pour l'armée d'être là où ils sont à ce moment que de revenir sur une dictature ou quelque chose comme ça. À ce moment, ils ont beaucoup de pouvoir qu'ils ont réussi à partir d'une procédure démocratique, on ne peut pas nier,
la procédure, elle a suivi les règles générales, si on peut dire. Ils ont beaucoup de pouvoir, donc je ne sais pas s'ils ont besoin d'une telle procédure pour avoir plus de pouvoir et être associés avec la violence. Je pense que les déclarations sont plutôt... On a vu un changement. Le vice-président était une personne très truculente. Pendant les élections, il a fait des déclarations très fortes, très violentes. Il a changé tout cela. Ces déclarations, à ce moment, sont plutôt conciliatrices. Ce sont plutôt, s'il y a une déclaration du gouvernement qui est très forte, très mauvaise, ce vice-président, il va dire plutôt « Ah non, mais c'est pas comme ça, il faut peut-être... il va relativiser. Donc, ils ont même changé cette posture. Je pense qu'ils sont contents là où ils sont, quoi. Béatrice et Lucas, je dois vous demander d'être succincte, ok? On a une minute chacun pour finir. Très, très vite. Je ne pense pas que ce sont les questions naïves. On se jette sur des sujets très complexes et il faut se poser ce genre de questions, même les questions apparemment simples. Sur l'extension au Brésil, c'est pas mon domaine d'expertise, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait, quand on avait tout ce qui s'est passé à l'Amazonie, moi, j'avais un peu envie de dire on doit faire internationalement les boycotts aux produits brésiliens. Mais si j'ai sujet à ça, je sais que ça va être le pauvre qui va souffrir. Donc, j'ai un peu la responsabilité là pour mon pays aussi. Donc, en tant que scientifique, on doit essayer de ne pas dire de bêtises. Et donc, je n'ai pas beaucoup de réponses pour cela. C'est une question assez complexe. Rio, c'est une très bonne question. Au Brésil, c'est pas... Il y a un musicien fameux au Brésil qui a dit que le pays n'est pas pour les débutants. C'est très difficile à comprendre le Brésil. Et chaque État, c'est une histoire. Mais de toute façon, Rio, c'est un peu le portrait du Brésil dans un certain sens, parce qu'on a un peu de c'est très visible, toutes les inégalités, toute la violence, et on a un peu de ça dans d'autres parties du pays de la même manière, ou parfois de manière encore plus violente. Mais il faut bien, vous voyez, le sud et le nord, ça change assez beaucoup. Et finalement, on a une très bonne question pour comment la violence, elles sont sorties de la prison. Ça, c'est fondamental, c'est très important pour comprendre la violence au Brésil. La plus grande partie des gens qui sont tués, il y a des liaisons avec la drogue, d'une manière ou d'autre. Et tous les pouvoirs des organismes criminels, le siège, les gens plus au pouvoir, ils sont dans les prisons. Ils sont dans les prisons, mais il y a autant de corruption qu'ils arrivent quand même à gérer tous les trafics de drogue. Et ils ont donc les liens prison et les favelas, il est quotidien et il est très important pour comprendre. Et là, je dois faire un peu justice au ministre de la Justice parce qu'il sait cela. Et il est vrai que dans son paquet, il y a quand même les efforts de diminuer le pouvoir des organismes criminels. Et là, je pense que c'est une très bonne initiative. Et ça c'est un peu les chemins qu'on doit aller, mais ça n'amène pas exactement de vote. Donc, il fait ça, mais il fait quand même tous les discours de la violence qu'ils savent très bien que ça ne fonctionne pas et ça donne la situation des plus pauvres encore plus difficile. Donc, c'est très, très important de regarder les prisons au Brésil si on veut comprendre la violence dans le pays. Merci Lucas. Béatrice, vite fait. Pour voix de synthèse. Juste je vais juste répondre à un truc qui est hyper complexe, donc je suis désolée, je pourrais pas répondre vraiment. Mais comment ça se fait que les gens ont voté Bolsonaro? Une bonne partie des gens qui ont voté Bolsonaro ont voté Lula les élections antérieures. Donc je vais pas commencer ici une explication très complexe socio-écologique, économique, etc. sur comment et les gens ont voté, mais je pense qu'il y a un facteur crise économique. Donc, un peu comme on voit aux États-Unis, on vote républicain, ça marche pas, on vote démocrate.
Ben, pourtant, c'est des programmes qui n'ont rien à voir, etc. Et ben, c'est un peu autour de ça que ça tourne aussi. Ah bah ça n'a pas marché. Ah bah je vote B alors. Et ça a marché pendant un temps. Mais Lula a été aussi favorisé par une macroéconomie qui l'a aidé. Et donc, il y a eu il y a eu des programmes aussi, sociaux, etc. En effet. Mais ça n'a pas été suffisant pour sortir le Brésil de la situation de pays plus inégal du monde. Et c'est là et des pays extrêmement racistes et structurés, et tout ce qu'on a déjà dit ici. Donc, ce n'est pas 10 ans de gouvernement, et encore, le gouvernement qui se revendique de la gauche, nous avons un présidentialisme de coalition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lula 1, Lula 2, si on veut, et Dilma 1 et 1,2 a été élu pour un programme X, mais arrivé au pouvoir, il faut négocier avec un Parlement qui est devant soi. Il y a 500 députés, et nous avons que peut-être 100. Donc il faut faire des alliances, et là on va chercher les centres, on va chercher la droite, on va faire des accords de petits échanges, si tu me fais passer cette loi, je te donne un ministère, ou des choses comme ça. Donc déjà au début du gouvernement de Lula, il avait les pieds attachés d'une certaine manière. Il était bloqué dans plein de changements qu'il voulait faire. Il ne pouvait pas, par exemple, faire une réforme fiscale au Brésil, qui est aussi responsable pour une inégalité immense. Les pauvres payent proportionnellement beaucoup plus d'emplois que les riches. Les grandes fortunes ne sont pas taxées, etc. Et j'en passe. Donc voilà, pour un début d'explication. Avant de remercier Lucas, Béatrice et Anna, juste pour lancer la réflexion aussi, peut-être, comme on dit, quelque chose pour garder pour soi et pour ramener la réflexion à la maison. Il ne faut pas oublier non plus que le Brésil et la Venezuela a été élu au comité de l'ONU pour les droits de l'homme juste la semaine passée. Donc, c'est une réponse internationale de soutien ou pas? Je laisse la réflexion. Lucas, merci. Bia, merci. Ana, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Merci beaucoup à tous. Paula. Merci à toi, Juliana. Merci à notre panel. Merci, cher public. Ce week-end, 2 films sur le Brésil, Favela Frontlines et Espero Tua Revolta. Regardez le programme, on vous attend nombreux et nombreuses. Merci.